pense que nous sommes au moment où il faut donner des conseils aux parents. Oui. Je ne sais pas si c'est plus spécifiquement à la mère ou au père. En tout cas, on va le découvrir. On démarre. Quels sont les conseils que vous, en tant qu'orthophoniste, vous pouvez donner, sinon vous donnez généralement aux parents? Nos conseils sont, je peux l'établir à 2 niveaux. Allez-y. Et comportement ou attitude des parents, et puis tout ce qui est du domaine du jeu. Et là, je vais plus être précis par rapport aux écrans, Ok. bien que ce serait une thématique à développer après. De long en large. Voilà. Et parlant de comportement ou attitude des parents, c'est que souvent les parents ne savent pas comment se comporter réellement avec l'enfant. En fait, pour parler avec l'enfant, je ne resterai pas replacée pour discuter avec l'enfant, non. Je le porte vers moi. Le parent se met à la taille de l'enfant ou le porte à sa taille, et puis ça permet à l'enfant, aux parents de capter l'attention et le regard de l'enfant. Et du coup, quand l'enfant voit que son papa ou sa maman qui le porte ou qui est à son niveau a un visage vraiment serein, rayonnant, joyeux peut-être, est content et il veut l'écouter. Et du coup, le parent explique, mais sans grand besoin de se dire, est-ce qu'il comprend? C'est pas là l'important. Il vaut mieux parler simplement dans la douceur et sans trop de mimiques au visage. Voilà. Et puisque s'il y a trop de mimiques, l'enfant va commencer à s'intéresser aux mimiques au lieu d'écouter ce que vous lui dites. Et donc, le parent aussi ne doit pas être trop pressé pour passer à autre chose. Il faut qu'il prenne le temps de bien lui parler, de lui expliquer. Et peut-être si l'enfant veut donner une réaction ou une réponse, le parent prend le temps d'écouter. Et s'il ne comprend pas, il peut dire, ah mon chéri, écoute, ce que tu viens de dire, papa n'a pas compris ou maman n'a pas compris ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pour dire telle chose? Et on aide l'enfant en interprétant ces mots. Et je demande souvent aux parents de ne pas parler bébé à l'enfant. Parce que l'enfant est appelé à comprendre, à grandir. Et quand on lui parle bébé, c'est comme si on le ramène en arrière. Et donc, c'est quoi parler bébé alors? Parler bébé, on va faire doudouche. On va faire miam miam miam, on va manger. Au lieu de dire on va manger, on va prendre, je ne sais pas, j'ai pas trop les mots, mais les parents sont habitués souvent à couper les mots au lieu de dire les mots qu'il faut, parce que c'est ça que l'enfant veut en fait. On ira à la douche, on va prendre un bon bain et après on va s'habiller. Donc l'enfant, au lieu que vous lui parliez avec une voix rauque, une voix imposante ou une voix comme si vous me parlez à moi, non. Il faut de la douceur. Voilà, vous lui parlez comme si vous étiez un enfant et ça capte son attention. Mais en disant les choses clairement. Voilà. Et en fait, c'est pourquoi les enfants aiment les dessins animés. Parce que dans les dessins animés, le ton se rapporte à leur ton, à leur manière de parler. Donc, ils sont intéressés. Mais quand vous commencez à le faire, l'enfant, ça prête son attention et il veut comprendre ce que vous dites. Et il veut et non seulement comprendre, mais il est intéressé. Voilà. Donc, c'est là où le parent ne doit pas être pressé, mais prendre son temps et pas trop de lenteur non plus. Pas trop de mimique au visage, sinon, comme je le disais, l'enfant, si vous commencez à clignoter les yeux ou bien à ouvrir largement la bouche ou bien pour bien dire le mot, l'enfant va s'étonner, va dire, mais pourquoi il ouvre grandement la bouche? Et donc, votre message passe à côté. Voilà. Donc, il faut que vous parliez à l'enfant comme vous l'auriez voulu qu'on vous parle. Et pas dans la précipitation, comme je le disais tout à l'heure, mais capter l'enfant pour qu'il ait le désir de la communication, pour qu'il sente que, et quand on communique avec l'autre, ça véhicule une charge émotive. Et donc, on a envie de lui dire, et du coup, l'enfant cherchera les moyens pour vous dire, ah papa ou maman, regarde ça. Il n'aura pas toujours les mots pour le dire. Il peut utiliser, au lieu de faire une phrase, il peut faire 2 mots pour une phrase.
Mais au lieu de prendre les deux mots pour une phrase, vous reprenez toute la phrase. Ah, tu veux prendre un bon bain? Ok, on va le faire ensemble. Et donc, l'enfant entre dans ce rituel. Et en fait, pour avoir cette bonne habitude avec l'enfant, moi, souvent, je propose aux parents d'avoir un chronogramme. Par exemple, vous avez toujours votre agenda, vous notez comment la journée va se passer. Après telle chose, je ferai telle chose. L'enfant aussi a besoin de faire ça. Parce que déjà, à sa naissance, on a un rituel pour lui. Le rituel du bain, le rituel pour prendre la tétée, tout ça. Et ça doit continuer. Et donc, pour bien le faire, je propose aux parents souvent de faire la photo de l'enfant quand il se réveille le matin. Dans le lit, l'enfant est en train de se réveiller, on fait la photo, en train d'enlever cette tenue pour aller prendre son bain, on fait la photo, pendant le bain, on fait la photo, ainsi de suite, jusqu'au soir. Donc, on peut prendre une journée entière pour faire la photo et maintenant tout dresser en vertical. On prend une espace du mur de la chambre de l'enfant pour tout mettre, quoi. Et donc, à côté des photos, on met les horaires. L'enfant, par exemple, il est en train de se réveiller à 7 heures, on met 7 heures, ainsi de suite, en vertical. Et maintenant, dans l'horizontale, on met les jours de la semaine. Donc, on met les jours de la semaine, et on met lundi en bleu, mardi en rose, mercredi en vert, jeudi en orange, ainsi de suite. Et maintenant, dans les cases qui correspondent à la photo, du lundi, on met « je me réveille » et après, je me douche, je prends mon bain plutôt, je me nettoie le corps avec la serviette, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et maintenant, chaque matin, il faut amener l'enfant vers le tableau. « Ah, mon chéri, tu es bien réveillé. Maintenant, voilà, tu vois, aujourd'hui, c'est lundi. On vient de se réveiller et après, maintenant, on va enlever les tenues, on ira aux toilettes et on fait jusqu'à 3 ou 4 niveaux de photos avec l'enfant comme rituel et on accompagne l'enfant pour lui donner la joie de le faire, de faire tout ça. Et petitement, l'enfant, dans sa tête, va se dire « Ah, quand je me lève, voilà, je vais à la douche, je prends mon bain et ensuite, je fais telle chose. » Et donc, l'enfant commence à mémoriser son programme. Du coup, quand il doit avoir quelque chose le lendemain qui n'est pas dans le programme, on peut avertir l'enfant. « Écoute, entre ta douche et ton repas, voilà, on va modifier quelque chose. Il va se passer quelque chose. » Ou bien si c'est un voyage, il faut préparer l'enfant avec les dessins et ce qu'il faut. Du coup, l'enfant est habitué à communiquer. L'enfant a un programme. Et dans ça, cela aide beaucoup l'enfant à pouvoir vivre sa journée. Ensuite, j'en viens aux écrans. Donc, aux jeux qu'il faut. À la deuxième partie, voilà, de mes conseils. Je demande souvent aux parents que les jeux sont vraiment importants pour l'enfant. Parce que quand l'enfant est moulé dans le jeu, il sait maintenant les règles de vie. Parce que les jeux ont des règles à suivre et ont des objectifs. Et maintenant, avec le même jeu, on peut faire, avec le même matériel, on peut faire plusieurs jeux. Par exemple, si je prends une boîte qui a des cubes et dont le couvercle a la forme des cubes qui sont dans la boîte, je peux permettre à l'enfant de savoir est-ce que ce cube que j'ai dans ma main peut rentrer dans ce trou? Est-ce que c'est correspondant? Ainsi de suite. Donc, c'est le parent qui porte l'enfant à connaître comment on joue. Et donc, le fait d'expliquer à l'enfant comment jouer, de jouer avec lui, l'enfant aussi va commencer à se dire, mais je peux faire telle chose avec, je peux construire en montant les cubes, ça va donner quoi? Et c'est là, le parent à côté qui va interpréter. C'est pourquoi le parent doit jouer avec l'enfant. On n'achète pas les jeux pour remettre à l'enfant.
L'enfant ne connaît pas les principes du jeu, donc l'enfant ne saura pas quoi faire avec. Du coup, il utilise, il touche, il jette et il cherche un autre jeu. Alors que ce même jeu aurait servi pour beaucoup de choses. C'est pour ça la nécessité de choisir des jeux constructifs. Voilà. Et normalement, il y a des jeux pour chaque âge. Et pour aider l'enfant dans son développement et dans le développement surtout du cerveau, donc la manière de réfléchir, la manière de faire les choses, ainsi de suite. Et autre chose, ce sont les écrans. Normalement, en termes clairs, pas d'écran avant 12 ans. Je m'explique parce que ça peut étonner, pas d'écran avant 12 ans. Pourquoi? L'écran avant 3 ans n'aide pas l'enfant. L'enfant a besoin du réel, l'enfant a besoin de toucher, l'enfant a besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Mais l'enfant n'a pas besoin du virtuel. Voilà. Et avant 6 ans, l'enfant n'a pas besoin de console de jeu. Avant 9 ans, l'enfant n'a pas du tout besoin de connexion d'Internet. Et avant 12 ans, l'enfant n'a pas besoin de réseaux sociaux parce que ses vrais amis, c'est du réel, ce sont ses copains avec qui il vit. Du coup, les écrans constituent une barrière pour l'enfant d'accéder au réel. Et donc, quand il est toujours plaqué devant l'écran, l'enfant commence à développer cet esprit d'isolement. Il ne voit plus l'importance des autres, de ses camarades, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec lui. Il est toujours plaqué aux écrans. Le cerveau est toujours en état de veille. L'enfant va développer les troubles de comportement. Il sera toujours agité, il ne pourra pas se contenir. Et en fait, le drame est que quand l'enfant continue comme ça et entre dans le cursus scolaire, à sa grande surprise, il va à l'école, il n'y a pas d'écran. C'est une déception. Et du coup, il est pressé de retourner à la maison et de continuer ses dessins animés préférés. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt des autres, il ne voit pas l'intérêt de l'enseignant, il ne voit pas l'intérêt de ce qu'on lui explique, puisqu'on ne l'a pas préparé. Du jour au lendemain, on l'amène à l'école. Il n'a rien à foutre avec ça. Et du coup, l'enfant commence à avoir du dégoût pour l'école. Tu n'as pas des leçons? Non, maman. Tu n'as rien à apprendre? Non. On prend le cahier, on voit les leçons. Ah, j'ai oublié que j'ai reçu de nouvelles leçons. Ça peut-être, ça peut faire rire. Donc, l'amour de l'écran peut expliquer ou peut justifier pourquoi l'enfant n'est pas forcément intéressé par l'école. Voilà. Parce que ça, à un niveau donné, on interrompt ça. Alors que l'apprentissage chez l'enfant, c'est continu pour des objectifs bien précis. Avant 12 ans, je ne sais pas ce que l'enfant fera avec l'écran. Et de plus en plus, malheureusement, avec les écrans, quand l'enfant est trop connecté à l'écran, il développe, je pèse bien mes mots, je voudrais que je sois bien compris. L'enfant développe des troubles qui vont s'apparenter aux troubles autistiques. Ah bon? Oui. Et du coup, on se dit, mon enfant est autiste, mon enfant... Et le parent va sur le net, il fait ses recherches, il voit que tout est là. Mais en fait, son enfant n'est pas autiste. L'enfant présente tous les symptômes. Presque tous les symptômes de l'autisme, mais il n'est pas autiste. Okay. Et donc, comme on parle de troubles, c'est quelque chose qui s'installe. Et du coup, il faut prendre du temps pour effacer tout ce que l'enfant, tout ce qui s'est installé chez l'enfant comme trouble et qui se rapporte à l'autisme. Et c'est à ce niveau-là que vous intervenez. Voilà, mais on pouvait prévenir ça. Et c'est pour ça que ça entre en conseil pour les parents et pour leur expliquer que la télé, en fait, c'est pas la bienvenue chez l'enfant. La télé, les ordinateurs, les téléphones, les consoles de jeux, rien de tout ça, pour le moment, n'est important pour l'enfant. L'enfant a besoin du réel parce que les écrans, c'est le virtuel. L'enfant n'a pas accès à ça.
Et l'enfant a besoin du réel avant d'accéder à l'abstrait pour construire l'imagination dans son cerveau. Et du coup, je crois qu'on aura la possibilité de faire plein d'émissions liées à ça pour que les parents comprennent l'enjeu et savoir qu'ils ne font pas du bien à l'enfant en leur donnant ça. Il faut remplacer les écrans par les livres. Et déjà très tôt. C'est pour ça que je disais à l'enfant, à la maman qui est en état de prendre le temps de beaucoup faire des lectures, des histoires à l'enfant. Et donc, quand l'enfant est là, les premiers mois de vie, les 3 premiers mois, on parle du tapis d'éveil. Et pour intéresser l'enfant, du coup, on travaille ses sens, sa motricité. Et c'est après ça maintenant qu'on entre dans les livres. Et pour lui donner, par exemple, si je prends le livre et je lui explique les dessins qui sont là, et la première phrase, je reprends cette première phrase plusieurs fois après. Et ça permet à l'enfant de voir la corrélation entre les dessins et les textes ou les mots que j'avais lus. Vous voyez un peu. Donc, et c'est de ça que le cerveau a besoin parce que le cerveau est en pleine ébullition. Et donc, il faut lui donner ce qu'il faut. Sinon, ça va commencer à régresser et laisser place à l'écran qui est vraiment nuisible. Alors, sœur Paulette Guédou, pour avoir lu plusieurs livres sur l'éducation des enfants et tout, j'ai lu que lorsque vous ratez le coach de 0 à 7 ans, Oui. que c'est compliqué après de rattraper. Est-ce vrai ou faux? Je ne dirais pas non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est faisable. Si vous vous y mettez à fond, vous pouvez rattraper. Donc, je ne crois pas que... En fait, c'est pour éviter d'en arriver là, qu'on donne les marges, les mesures à prendre pour que ça n'arrive pas. Donc, tant que l'enfant n'a pas encore 12 ans, c'est... Non, mais c'est pas une manière d'être vautré dans... Non, non. Non, le mieux, c'est de commencer plus tôt parce que pour les parents, je comprends que c'est difficile. Il y a le boulot, il y a les travaux de la maison, il y a plein de choses. Maintenant, s'occuper à l'enfant de façon telle que je le dis, c'est assez difficile. On ne peut pas échapper puisque tout ce qu'on recherche, le thème de finance, c'est pour le bien de l'enfant. Et si l'enfant, la base, n'a pas été préparée, je ne sais pas à quoi ça va servir tout cet argent. Donc, le mieux, c'est d'accepter de se sacrifier autant que cela se peut. Maintenant, s'il y a déjà les enfants qui sont là, au moins pour les derniers, on peut commencer à le faire et exhorter les grands enfants à rentrer dans le jeu. Voilà.